Bonjour, bienvenue dans ce numéro d'Afrique capable, une chronique d'une Afrique qui peut et qui transcende les traumatologies justifiées et les dynamiques défaitistes et longtemps fertilisées dans les imaginaires des uns et des autres. Le 7 octobre dernier, le monde s'est réveillé avec des noms tragiquement familiers depuis plus de 60 ans maintenant. L'actualité s'était arrêtée, le caméra était fixé sans bouger sur une des parties du monde les plus médiatisées. Un carré de tout le pronostic sinistre, un bout des terres sur lesquelles se battent depuis plus de 6 décennies les grandes puissances d'un monde qui agonise d'humanité, la Palestine. Pour le plus livresque ou bien biblique, les roquettes lancées depuis la bande de Gaza produisaient des tonneurs au point qu'on songerait à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, tel que raconté, le grondement de la terre. Mais c'était sans entendre des explosions qui firent passer de l'espoir eschatologique à un destin assombri, qui n'allait pas durer seulement un seul jour. Le Hamas, mouvement de libération palestinien, venait de lancer des roquettes sur Israël, faisant en laisser aujourd'hui 1200 plutôt que 1400 morts annoncés au départ du côté israélien. Revenons un peu aux faits. Le 7 octobre 2023, à l'occasion des 50 ans de la guerre de Kippour, le Hamas a lancé par le brigade Al-Qassam, la branche armée du mouvement, une attaque sanglante à la fois terrestre, maritime et aérienne dans la zone israélienne frontalière à la bande de Gaza. L'opération s'appelle de Lige d'Al-Aqsa. Dans un premier temps, de barbelés et barrières ont été percés à l'aide des explosifs. Des grillages ont été disqués, cisaillés, permettant le passage de forces et en motocross. Un bulldozer a permis de faire un trou dans le mur frontalier. Des plongeurs se sont aussi infiltrés depuis les plages et la marine israélienne a également détruit plusieurs embarcations gonflables de petite taille. Une unité spécialement entraînée au vol en paramoteur aurait aussi été déployée en Israël par le Hamas. En réponse à ces attaques, les forces armées israéliennes ont lancé l'opération Iron Sword, ou on peut le dire en français épée de fer. Plus de 100 000 réservistes ont été rappelés en urgence dans un premier temps et une attaque massive sur la bande de Gaza a été vite lancée. Les États-Unis, au travers d'une brève déclaration de Lloyd J. Austin, le secrétaire du département de la défense américaine, confirmaient aussitôt leur soutien envers Israël. 1400 personnes, principalement des civils, sont déclarées mortes en Israël à la suite de ces attaques avant que les bilans ne soient revus à 1200 le 10 novembre dernier. Israël coupe l'électricité pour la bande de Gaza et c'est l'enfer téléporté. Écoutez, du côté palestinien, les ripostes israéliennes ont entraîné la mort de plus de 14 000 personnes, blessées et 24 000 civils et combattants palestiniens, provoqué les déplacements de plus de 1 500 000 civils et au moins 1000 personnes seraient portées disparues. Bilan pouvant évoluer d'une communication à l'autre car la guerre étant toujours en cours. De cette unième guerre, on aura appris beaucoup de choses. Tout le monde la suit et se pose des questions. Pourquoi une guerre de si grande monstruosité entre les deux camps? Pourquoi l'Israël bénéficie d'un tas de soutien? Les victimes palestiniennes étant prises comme des animaux à la lumière de la déclaration de Benjamin Netanyahou. Que gagne le monde occidental dit de droits de l'homme à bénir le massacre des enfants, de femmes, la privation de nourriture, d'eau à des milliers de civils innocents? À qui profite finalement cette tragédie? Qui finance qui? Pourquoi le média traite cette information avec une sympathie israélienne évidente, tentant d'enterrer les victimes palestiniennes dans le temple du mépris et de la négation? Nous essayerons d'y voir plus clair ici et commençons par le commencement. Quelle est l'origine de cette guerre en réalité? Déconstruisons d'abord certains mensonges qui ont été longtemps assis dans la mémoire médiatique collective. D'où vient le peuple juif actuel? Eh bien, il ne vient pas de l'expulsion des Hébreux de la Palestine, mais plutôt des conversions successives en Afrique du Nord, en Europe du Sud et au Proche-Orient.
Pour nombreux partisans de la thèse d'un peuple descendant du roi David et Salomon, le peuple juif existe depuis qu'il a reçu la Torah dans les Sinaï, où est les descendants directs et exclusifs. Ils sont persuadés que ce peuple sorti d'Égypte s'est fixé sur la terre promise où fut édifié le glorieux royaume de David et Salomon, partagé ensuite en royaume de Juda et d'Israël. Ils sont également convaincus que le peuple juif a connu l'exil à 2 reprises. D'abord après la destruction du premier temple au 6e siècle avant Jésus-Christ, puis à la suite de celle du second temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Pour eux, il s'en est suivi une errance de près de 2000 ans et que cette tribulation l'ont mené au Yémen, au Maroc, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et jusqu'au fin fond de la Russie. Mais qu'ils parvenaient toujours à préserver les liens du sang entre ces communautés éloignées. Ils ajoutent d'ailleurs qu'à la fin du 19e siècle, les conditions ont mûri pour son retour dans l'antique patrie. Et que sans les génocides nazis, des millions de Juifs auraient naturellement repeuplé Eretz Israël. La terre d'Israël, bien sûr, puisqu'ils en rêvaient depuis 20 siècles. Bizarrement, ils sont convaincus que la Palestine, qu'ils qualifient de terre vierge, pourtant trop habitée à l'époque, attendait que son peuple originel vienne la faire refleurir. Car, selon eux, elle lui appartenait et non pas à la minorité arabe, qu'ils trouvent dépourvus d'histoire, arrivés là par hasard. Ils qualifient vénérément de justes les guerres menées par le peuple errant pour reprendre possession de sa terre. Et qualifient de criminels l'opposition violente par la population arabe. Bon Dieu, j'empruntais là les mots de Shlomo Sand, professeur à l'université de Tel Aviv. L'humanité entière, du moins l'humanité de ceux qui décident, est arrivée à croire en cela, entretenant de ces faits un sentiment de violence légitimée de la part de l'État israélien et d'une immolation historique du peuple palestinien. Le même centre souligne que même les débats de caractère juridique sur qui est juif n'a pas préoccupé ces historiens. Pour eux, est juif tout descendant du peuple contraint à l'exil il y a 2000 ans. Un projet de réformater la mémoire de l'humanité pour sacraliser une colonisation, ou pire, sacraliser un crime. Pour des raisons de propagande, la Bible est prise sur le coup comme un livre historique. Pourtant, elle n'en est pas un. Et bon nombre de théologiens, venant de divers horizons et appartenant à diverses époques, ont régulièrement donné des mises en garde sur l'interprétation de la Bible comme un livre historique. Et quand bien même elle les serait, elle renfermerait des contre-vérités. Tenez, vers les années 80, tous ces mythes juifs étaient détruits par des découvertes qui sont apparues comme un tourbillon. Les découvertes de la nouvelle archéologie contredisent ainsi la possibilité des grands exodes au XIIIe siècle avant notre ère. De même, Moïse n'a pas pu faire sortir les Hébreux d'Égypte et les conduire vers la terre promise, car la vérité est qu'à l'époque, elle était aux mains des Égyptiens. Vous pouvez juste fournir un petit effort de vérifier. On ne trouve d'ailleurs aucune trace d'une révolte d'esclaves dans l'empire des pharaons, ni d'une conquête rapide des pays de Canaan par un élément étranger. L'on découvrait également qu'il n'existait pas non plus des signes ou des souvenirs de son pieux royaume de David et de Salomon. Les découvertes de la décennie écoulée montrent l'existence à l'époque de 2 petits royaumes, Israël le plus puissant et Juda, la future Judée. Les habitants de cette dernière ne subirent pas non plus d'exil au 6e siècle, avant Jésus-Christ. Seules ces élites politiques et intellectuelles ont dû aller s'installer à Babylone. De cette rencontre décisive, bien sûr, avec les cultes perses, est né d'ailleurs le monothéisme juif. Curieusement, même l'exil des 70 après Jésus-Christ, événement fondateur dans l'histoire des Juifs, n'a pas donné lieu au moindre ouvrage de recherche. Vous savez la raison? La raison est simple, en effet. Les Romains n'ont jamais exilé des peuples sur tout le flanc oriental de la Méditerranée. À l'exception des prisonniers réduits en esclaves, les habitants des Judées continuèrent de vivre sur leurs terres, même après la destruction du Second Temple. Une partie d'entre eux s'est convertie au christianisme au IVe siècle, tandis que la grande majorité s'est ralliée à l'islam lors des conquêtes arabes au 7e siècle. Cette histoire vraie est connue par la plupart des leaders sionistes et a été manifestement évoquée par eux. Yitzhak Ben Zvi, ancien président de l'État d'Israël, tout comme David Ben Gurion, fondateur de l'État, y ont écrit. Mais ils en ont parlé jusqu'en 1929, année de la grande révolte palestinienne. Tous deux mentionnaient à plusieurs reprises le fait que les paysans de la Palestine étaient aussi les descendants des habitants de l'antique Judée. Mais ils le disaient avant que les Palestiniens, parmi lesquels ils identifiaient les descendants juifs, ne se révoltent contre l'occupation progressive des sionistes.
Depuis lors, ils empruntèrent également le langage des Hells et les autres, selon lesquels ne peuvent être juifs que ceux venant de l'immigration. Mais dites-moi, mais quelle est cette tribu, sans volonté d'une nation, serait restée cloisonnée pendant 2 millénaires en restant impénétrable à toute autre tribu et en ne s'accouplant qu'avec elle-même et pourtant ayant traversé des ères de mondialisation à petite et à grande échelle. Ça a un leurre évident. Mais parlons des peuples, des religions et des conquêtes. Et là, je m'habille en Shlomo Sands, quand bien même je reviendrai sur les écrits d'Henri Lawrence. De la révolte des Maccabées au IIe siècle avant notre ère, à la révolte des Bar Kokhba au IIe siècle après Jésus-Christ, le judaïsme fut la première religion prosélyte. Les Asmonéens avaient déjà converti des forces les Udiméens du Sud, de la Judée, et les Ituréens de la Galilée, annexés au peuple d'Israël. Partant de ces royaumes judéo-helléniques, le judaïsme essaima dans tout le Proche-Orient et sur les pourtours de la Méditerranée. Au 1er siècle de notre ère, apparu dans l'actuel Kurdistan, le royaume juif d'Adibanen, qui ne sera pas le dernier royaume à se judaïser. D'autres en feront autant par la suite. Les écrits de Flavius Joseph ne constituent pas le seul témoignage de l'ardeur prosélyte des Juifs. D'Horace à Sénèque, de Juvénal à Tacite, bien des écrivains latins en expriment la crainte. La Mishnah et les Talmuds autorisent cette pratique de la conversion, même si face à la pression montante du christianisme, les sages de la tradition talmudique exprimeront des réserves à son sujet. La victoire de la religion du christianisme au début du IVe siècle ne met pas fin à l'expansion du judaïsme, mais elle repousse le prosélytisme juif aux marges du monde culturel chrétien. Au 5e siècle apparaît ainsi à l'emplacement de l'actuel Yémen un royaume juif vigoureux du nom des Yimyar, dont les descendants conserveront leur foi après la victoire de l'islam et jusqu'au temps moderne d'ailleurs. De même, les chroniqueurs arabes nous apprennent l'existence, au 7e siècle, des tribus berbères judaïsées. Face à la poussée arabe qui atteint l'Afrique du Nord à la fin de ces mêmes siècles, apparaît la figure légendaire de la reine juive Dinia el-Kahina, qui tenta de l'enrayer. Des berbères judaïsés vont prendre part à la conquête de la péninsule ibérique et y poser les fondements de la symbiose particulière entre juifs et musulmans, caractéristique de la culture hispano-arabe. La conversion des masses la plus significative survient entre la mer Noire et la mer Caspienne. Elle concerne l'immense royaume khazar au 8e siècle. L'expansion du judaïsme du Caucase à l'Ukraine actuelle engendre de multiples communautés que les inventions mongoles du XIIIe siècle refoulent en nombre vers l'est de l'Europe. Là, avec les Juifs venus des régions slaves du Sud et des actuels territoires allemands, elles poseront les bases de la grande culture yiddish. Ces récits des origines plurielles des Juifs figurent de façon plus ou moins hésitante dans l'historiographie sioniste jusque vers les années 1960. Elles sont ensuite progressivement marginalisées avant de disparaître de la mémoire publique en Israël. Le conquérant de la cité de David en 1967, c'est devrait d'être les descendants directs de son royaume mythique et non, à Dieu ne plaise, les héritiers des guerriers berbères ou des cavaliers khazars. Les Juifs font alors figure d'ethnos spécifique qui, après 2000 ans d'exil et d'errance, a fini par revenir à Jérusalem, sa capitale. Ah oui, comme il est dit, Israël, 60 ans après sa fondation, refuse de se concevoir comme une république existant pour ses citoyens. Il préfère rester dans une conception ethnocentrique du judaïsme, afin, bien sûr, que ces guerres de conquête et colonialistes trouvent sens. Et malheureusement, c'est avec cela que Theodor Herzl, ce leader sioniste qui porta les projets d'un foyer juif en Palestine, embarqua les imaginaires. En 1897, il disait, je cite, « À Bâle, j'ai créé l'État juif ». Si je disais aujourd'hui publiquement, un rire universel serait la réponse. Dans 5 ans, peut-être, dans 50 sûrement, tout le monde comprendra. Fin de citation. Alors je vous explique. À la suite de l'affaire Alfred Dreyfus, capitaine français d'origine juive, accusé de livrer aux Allemands des renseignements militaires, il est livré à un procès marqué par des irrégularités. Un antisémitisme étatique se dessine alors. Les bas blessent quand le colonel Picard découvre en effet en 1896 l'identité de l'auteur de la fuite d'informations au profit de l'Allemagne, le commandant Esterhazy. Mais l'armée refuse de se contredire. Alors, l'affaire prend une allure internationale et Alfred est condamné à perpétuité. Lisez, j'accuse d'Émile Zola pour mieux comprendre. Lors de la première mondialisation, dans les années 1870, les réseaux des chemins de fer d'Europe orientale se connectent au réseau d'Europe occidentale et au port d'où partent des navires à vapeur à horaires réguliers. Au Proche-Orient, c'est l'âge d'or de la domination collective des puissances européennes qui, en s'appuyant sur la diplomatie de la canonnière, imposent leurs décisions à une administration ottomane réformée qui a rétabli l'ordre public. La mondialisation favorise alors une émigration massive, mais à destination de pays neufs qui ont besoin de main-d'œuvre, les deux Amériques, l'Afrique du Sud et l'Australie.
La traversée océanique tient lieu d'investissement des départs. Il n'en va pas de même avec la Palestine. Au coût du transport s'ajoutent exactement les investissements économiques indispensables pour créer les activités correspondantes. Les premiers émigrants des années 1980 s'en rendent rapidement compte. Ils végètent dans une terrible misère. Alors l'idée sioniste émerge en Europe orientale, mais les moyens en Europe occidentale sont bien présents. Ils recourent à quelques philanthropes juifs pour organiser le retour des juifs en Palestine. Le projet gagne alors des cœurs. Et pour ça, l'idée d'une terre leur concédée divinement par une promesse divine est alors trop relayée. Mais allons vite dans les faits qui nous sont contemporains pour mieux comprendre. Pour installer un foyer juif en Palestine, terre dite historiquement liée au peuple juif, les mouvements sionistes en Europe commencent à racheter des terres en Palestine et y envoyer des juifs. Et c'est grâce notamment à l'organisme juif d'achat des terres KKL et au soutien de certaines banques d'Europe occidentale sont alors promus l'immigration et les sentiments nationaux afin de renforcer la présence juive sur les territoires. Parallèlement, les premières grandes vagues d'immigration juive commencent, s'accélérant à cause du pogrom. Pogrom pour dire destruction, pillage, suivi des massacres contre les Juifs en Russie sous l'œil inactif des autorités entre 1981 et 1921. Mais là, je parle encore de ceux de Kishinev, entre autres, qui font que des dizaines de milliers d'immigrants juifs en Europe occidentale se déversent sur la Palestine. En 1910, à Jérusalem, sur la population totale de 73 700 personnes, 47 400 sont juifs, 9 800 musulmans, 16 500 chrétiens. En 1860, sur 18 000 personnes, en comptant seulement 8 000 juifs, 6 000 musulmans et 4 000 chrétiens. Mais jusque-là, les lobbies continuent, et c'est dans tous les sens. Déjà le 24 avril 1903, face aux demandes répétées du mouvement sioniste et après la construction du chemin de fer réunissant le port de Mombasa au lac Victoria, Joseph Chamberlain, secrétaire d'État aux colonies britanniques à l'époque, rencontre Theodore Herzl et lui dit avoir vu les terres lors des voyages et c'est l'Ouganda. Il faut dire que l'Ouganda de l'époque, disons, il parle correspond à l'actuel Kenya. Il propose donc que les Juifs d'Europe viennent bâtir leur foyer en Ouganda. Il y a 120 ans donc, les Juifs auraient construit leur foyer à côté et que peut-être nous serions la Palestine en guerre. Mais bon, notre cas n'est pas différent, nous y reviendrons. Dans son journal, Theodore Herzl écrit « On peut supposer que les lieux des refuges tant recherchés pour les plus malheureux parmi nos frères juifs a été trouvé, même si, comme je l'ai fait remarquer, ce n'est pas Sion et ne pourra jamais l'être. Celui-ci expose l'idée au 6e congrès sioniste le 23 août 1903 à Bâle. Mais des camps se dégagèrent et il mourut avec le projet l'année suivante. La fin de la Première Guerre mondiale reconfigure les choses. La Palestine passe de la colonisation de l'Empire ottoman à celle de l'Empire britannique. Entre 1916 et 1918, le Royaume-Uni appuyait déjà la révolte arabe et leur faisait la promesse d'un grand État musulman en échange de leur participation aux côtés des Alliés. Mais c'était faux, très faux. Mais l'histoire véritable de l'État israélien commence en 1917. Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, adresse à Lionel Walter Rothschild, personnalité éminente de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste, une lettre de 67 mots où il se montre en faveur de l'établissement en Palestine d'un projet national présenté comme un foyer national pour le peuple juif. C'est là que tout commence en vrai. Vers 1920, les tensions sont légion entre les deux communautés désormais sur la même terre. Pour cause, l'immigration croissante des Juifs. Amin al-Husseini est alors le premier à incarner la résistance arabe. Les émeutes éclatent en mars 1920, puis en mai 1921. Et des centaines de morts au comptant. Le livre blanc Churchill, rassurant les Arabes en limitant l'immigration juive, mais les Juifs créent alors la première rébellion, la Haganah. Plus rien ne sera comme avant. Les germes de la violence venaient d'être plantés. Les Arabes palestiniens constituent le 25 octobre 1936 le Haut Comité arabe pour faire face à l'agence juive.
En 1936, c'est la grande révolte arabe en Palestine qui va durer par intermittence jusqu'en 1939, qui sera écrasée par l'armée et la police britannique, avec le concours des troupes de police juives que les Britanniques ont mis au point avec les autorités du Hitchou. En 1944, des actions armées contre les Britanniques sont organisées par l'Irgun, l'organisation sioniste de droite dont fait partie notamment Menahem Begin, liée à l'organisation sioniste révisionniste dirigée par Vladimir Jabotinsky et les Heli, qui est une petite organisation combattante, scission de l'Irgun, et dont fait partie notamment Yitzhak Shamir. Après mai 1945, la pression s'accentue pour permettre l'accueil en Palestine mandataire des rescapés juifs des camps de concentration nazis. Le Royaume-Uni s'y oppose. La Haganah lance à son tour des actions armées contre le Royaume-Uni. Elle attaque notamment des casernes, des postes de police, des bases de l'armée britannique et elle fait dérailler des trains. L'affaire de l'Exodus 1947 qui est partie des ports, des boucs, avec l'accord des autorités françaises où 4500 réfugiés se voient contraints de retourner en Allemagne avec des morts à son bord, bouleverse l'opinion mondiale. En mai 1946, le Royaume-Uni abandonne sa tentative de trouver une solution, ne voulant pas imposer une solution aux deux parties. La Grande-Bretagne confie alors les dossiers de l'Organisation des Nations Unies qui, avec le soutien conjoint des États-Unis et de l'Union soviétique, et malgré l'opposition de tous les pays arabes, vote les plans de partage de la Palestine le 29 novembre 1947. C'est la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, refusée par tous les États arabes. Ces plans de partage divisent la Palestine en 3 secteurs. L'un arabe, 45%, l'autre juif, 55%, et le troisième, la ville de Jérusalem, sous la tutelle de l'ONU. Les dirigeants arabes palestiniens refusent ces plans et annoncent qu'ils s'y opposeront par les armes. Les dirigeants du Yishuv approuvent le partage même si l'Irgun et les Hélis sont en désaccord avec la superficie du futur État juif. Le 14 mai 1948, au musée des Beaux-Arts de Tel Aviv, David Ben-Gurion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le bombardement de la bande de Gaza et l'omerta qui s'ensuit justifie l'une des questions les plus légitimes que l'on puisse se poser. Sommes-nous dans le même monde? Ou mieux, sommes-nous régis par le même principe du droit international? Mais bon, bien que la réponse soit manifestement non, souffrez que je réponde timidement par oui pour ne pas être taxé d'antisémite par le média Nord Stream. Mais dites-moi, comment se fait-il qu'en 2023, un pays qui maintient tout un peuple sous la colonisation la plus abjecte, au mépris du droit international, qui plus est, lui impose un blocus, l'empêche tout accès aux produits vitaux de base, eux-mêmes aux médicaments, dans une prison à ciel ouvert, et qui bombarde sans scrupule des hôpitaux au mépris de la règle basique du droit international humanitaire des distinctions des cibles civiles et militaires, soit considérés comme partenaires fiables par le camp de ceux qui s'habillent aux couleurs des droits de l'homme. Et dites-moi, pourquoi ne s'acharne-t-on pas aux violations des droits de l'homme largement documentées, comme ce fut le cas en Syrie ou en Ukraine aujourd'hui? Par quelle alchimie peut-on justifier le fait que Poutine est un monstre indéfendable, mais que Netanyahou, lui, est un nationaliste démocrate? Mais non, il est de notoriété publique que le droit de l'homme, comme la démocratie, sont des verbiages creux qui ne servent que de mesures d'étiquetage pour diaboliser des régimes politiques qui ne sont plus en odeur de sainteté avec Sa Majesté, Messieurs l'Occident. Approfondissons. La France, pays des droits de l'homme, a dit 2 fois, strictement, tapant son poing sur la table au figuré et même au propre, j'imagine, non au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La même France, accrochez-vous bien, qui encourage la RDC à observer un cessez-le-feu et à dialoguer avec les M23 soutenus par les Rwandais. Et après, on nous parlera du sentiment anti-français. Drôle. Pire, l'Institut français dans la bande de Gaza a été la cible atteinte des frappes israéliennes. Je vous laisse deviner ce qu'a été la ferme réaction de l'Élysée. Bon, une simple demande d'explication. On serait quand même en droit de se demander pourquoi cette incohérence?
Pourquoi ces deux poids des mesures dans les horreurs, cette duplicité dans les réactions? La France, dites-moi, n'a-t-elle pas justifié son intervention en Libye par des atrocités moins horribles que celles de Gaza? Pourquoi l'OTAN n'intervient-elle pas en faveur des Gazouïs? Puisque, rappelez-vous, elle est intervenue en Libye pour, en ce qu'il paraît, protéger les civils au nom du fameux droit d'ingérence, la Libye n'étant pas un pays membre de l'Alliance. Voilà une des raisons de plus qui justifie le fait que le droit d'ingérence n'est rien d'autre qu'un droit à géométrie variable calqué sur la versatilité des intérêts politiques et non sur le devoir moral à secourir des populations menacées d'extermination. Mais bon, peut-être que si le sol de la bande de Gaza recouvrait une quelconque manne pétrolière, l'oncle Sam aurait déjà volé à la rescousse des Palestiniens. Enfin, je réfléchis à haute voix. De toute façon, je me pose des questions naïves. Mais face à la cruauté légitimée, je préfère encore la naïveté soupçonnée. Mais croyez-moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. D'après tout, je préfère avoir des questions auxquelles je n'ai pas de réponse que d'avoir des réponses que je ne sais pas questionner. Une chose est sûre, l'Occident culpabilise. Profondément pénétré par les remords face à sa participation à la Shoah, face à ces camps de concentration, l'humoriste français Fary explique mieux cela que moi. La France n'a pas peur de l'antisémitisme. Elle a peur qu'on se souvienne que c'est bel et bien elle qui l'a créé. Mais malheureusement, cette culpabilité, cette auto-flagellation, justifiée ou non, la pousse à fermer les yeux face aux atrocités innommables perpétrées par l'Israël. Tout comme la culpabilité face au génocide rwandais l'empêche de sanctionner les atrocités des supplétifs de l'armée rwandaise en RDC. Cette guerre aura confirmé l'existence de ce qu'on pourrait appeler la guerre des mots, déjà visible depuis le début de la guerre en Ukraine d'ailleurs. Rappelez-vous, le même média qui ont qualifié l'action de la Russie en Ukraine d'invasion russe parlait d'intervention militaire spéciale pour décrire l'action des armées US, britanniques et la force de l'OTAN en Irak, en Afghanistan, en Libye ou encore au Kosovo. Quand les camps occidentaux imposent des sanctions parfois contre les règles internationales qu'ils ont eux-mêmes ratifiées, on parle de mesures de dissuasion. Mais quand la Russie rétorque, refusant de livrer son gaz, on parle du chantage cynique russe. Et ça n'a pas changé. La première raison, donc, c'est la culpabilité. Et elle concerne beaucoup plus l'Europe. Mais la deuxième raison est géostratégique. Elle emballe l'Europe. Ce n'est pas Israël qui combat depuis 1948. En effet, face à des pays arabes riches mais résistants par nature, la sécurité des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale du point de vue militaire, se joue aujourd'hui en Israël. Israël est l'œil des États-Unis d'Amérique dans la région. C'est par lui que ce dernier survive dans la région. Vaincre Israël serait aujourd'hui le déclin de la fin du règne américain. Surtout que sa juste valeur viendrait du Proche-Moyen et de l'Extrême-Orient. Si les États-Unis sont engagés à bafouer les règles qu'eux-mêmes éditent, c'est parce que c'est par le Moyen-Orient et le Proche-Orient que sa sécurité respire. Aucune menace ne leur ferait peur que celle qui viendrait des pays arabes. Rappelez-vous de l'histoire récente. Le soutien indéfectible de l'État hébreu dans tous les domaines de la vie nationale se justifie par la peur de disparaître. En vrai, ce sont les États-Unis qui combattent dans la région. Et les autres alliés de l'OTAN sont juste emballés pour protéger la province américaine d'Israël et profiter de la sympathie du grand frère néorlais. L'État israélien n'a pour seule offre que sa volonté d'imposture, sinon les restes les papas gèrent. Face à cela, l'ONU, l'Organisation des droits de l'homme et d'autres lanceurs d'alerte ferment leur gueule. C'est leur financement même qui tue la vue là-bas. Soit ils se taisent, soit ils disparaissent. Les médias aussi, soit ils sympathisent avec le monstre animal, soit ils disparaissent. Voyons déjà comment ils manipulent à leur goût cette information. Vous l'aurez compris, la manipulation dans les conflits israélo-palestiniens s'est déroulée suivant 3 points. Alors le premier point que nous allons aborder, c'est la manipulation de l'empathie du public. Tout d'abord, il faudrait essayer de revenir sur certains points. Lorsqu'il s'agit de parler des civils israéliens, les médias ont toujours employé les termes « tuer » qui évoquent une certaine douleur et une souffrance assez particulière. Alors que, lorsqu'il s'agit des civils palestiniens, les médias emploient toujours le terme « mort »
ou tout simplement des bilans des morts qui n'invoquent aucune émotion et on les perçoit donc comme des faits froids et lointains. Les inégalités sont aussi ressenties en termes d'image. Les civils palestiniens sont très peu humanisés. On les représente sous forme de cadavres dans des sacs mortuaires, dans des ruines ou encore dans des bâtiments en explosion, tandis que lorsqu'il s'agit de représenter les civils israéliens, ils sont très bien identifiés. On donne leur nom, leurs photos, leur âge et parfois on arrive à raconter leur histoire en mettant en avant les ressemblances culturelles que nous pourrions avoir avec elles, comme par exemple que ces civils-là lisaient du Harry Potter ou étaient des jeunes amateurs d'art, en ressent l'humanisation de ces victimes par les médias. Ce qui devrait être la norme pour tout le monde, mais qui n'a malheureusement pas été fait pour les victimes palestiniens, qui sont représentées sans nom, sans photo d'eux, sans histoire, et qu'on résume juste à des personnes pauvres dans un pays lointain, en guerre depuis de longues années et qui paraissent de ces faits très loin de notre quotidien. Cette inégalité des traitements va dans notre psychologie créer une empathie plus forte pour les personnes qui nous ressemblent, à laquelle on va s'identifier parce qu'elle a été humanisée, et à l'inverse, une absence totale de compassion pour les autres victimes qui, elles, sont déshumanisées et qu'on voit uniquement comme des chiffres ou des statistiques lointaines. Deuxièmement, les médias ont recouru à ce que nous allons appeler de la condamnation sélective. Nous remarquons qu'il y a eu une condamnation ferme et unanime suite aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Les consensus étaient clairs à ce sujet. Mais dès lors qu'on s'intéresse aux attaques commises par Israël, plus rien n'est clair. Personne ne se prononce et on pensera bien que le conflit est très compliqué. Il n'y a aucune condamnation unanime, ni une remise en contexte des crimes commis par Israël que le droit international, les ONG et même l'ONU dénoncent depuis des années, à savoir la colonisation de la Palestine par Israël et son occupation illégale, les régimes d'apartheid qu'Israël impose aux Palestiniens et qui sont privés de certains droits, le bombardement sur Gaza, qui est une zone civile et dont la moitié de la population, voire plus, est mineure. Quand Israël a décidé de faire un blocus sur Gaza, découper l'eau, la nourriture et l'électricité aux civils gazaouis, il n'y a eu aucune condamnation ferme de la part de la communauté internationale, qui pourtant avait été première à condamner la Russie lorsqu'elle avait fait la même chose à la population ukrainienne. Cette inégalité des traitements crée dans notre psychologie que les actes d'Israël ne sont pas condamnés. Ils sont donc perçus comme non responsables, alors qu'en face, on résume la situation palestinienne au Hamas, aux terroristes et à une condamnation unanime, ce qui crée indirectement un raccourci vicieux dans l'inconscient de chacun d'entre nous. La Palestine est alors égale au terrorisme. Et cela a pour conséquence la troisième manipulation médiatique, les droits sélectifs à la parole. Vous l'aurez compris, cette manipulation accorde un droit sélectif à la parole et tous ceux apportant un secours à la cause palestinienne seront considérés comme faisant l'apologie du terrorisme. Cette criminalisation du soutien à la Palestine a été perçue avec les manifestations en soutien aux civils israéliens qui sont autorisées avec une telle facilité dans de nombreux pays. Mais celles en soutien aux civils palestiniens ont été systématiquement interdites dans de nombreux États au risque d'un trouble à l'ordre public. Ainsi, plusieurs citoyens redoutent d'exprimer leur compassion à la population palestinienne au risque d'être qualifiés de terroristes. Cet accord sélectif au droit de la parole s'observe aussi quand l'État israélien décide de s'exprimer au sujet de la colonisation du peuple palestinien et choisit de n'accorder la parole qu'à une partie de la population qui soutient cette dernière et fait naître dans l'inconscient collectif que tous les civils israéliens approuvent les actions de leur gouvernement. Mais de ce conflit du siècle, qu'est-ce que l'Afrique se doit d'apprendre? D'abord que rien ne la différencie de la Palestine. Autant le peuple palestinien a et est en train d'être dépossédé de sa terre, autant l'Afrique a et est en train d'être dépossédée de ses ressources. Et comme le système est le même, il fait tout pour installer à la tête des pays africains des présidents qui sont, en vrai, avec tout le respect que nous le devons, des marionnettes qui ne font qu'un travail de dictée fidèle et contrôlé. Ce sont d'ailleurs ces types de présidents
qui, depuis 70 ans jusqu'à hier encore, prononcent chaque fois leur soutien à Israël à chaque fois que la guerre éclate, autant ils ne comprennent pas que les peuples opprimés ont tous un même destin. On a vu même des présidents dont les pays sont agressés avec le même modus operandi d'Israël en Palestine manifester leur sympathie envers le Tzahal. Il y a quelque chose qui cloche ici. Depuis 70 ans, l'histoire de la guerre israélo-palestinienne se répète dans plusieurs coins du monde affaibli. Aujourd'hui, le cas le plus similaire est celui de la République démocratique du Congo, agressée par son pays voisin, le Rwanda, depuis près de 30 ans et qui, nous l'avons appris dernièrement, revendique non pas de la réintégration d'une frange de la population, non pas le règlement d'un différend politique, mais plutôt des terres. Et commence même à s'en accaparer à travers les rébellions qu'il soutient à l'est de la RDC. C'est aussi là notre chapitre dont les similitudes avec ce qui se passe en Cisjordanie sont évidentes même aux yeux morts. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro que nous vous invitons à ne pas rater. C'est la fin de notre 4e numéro d'Afrique Capable. Afrique Capable est un projet média qui consiste à une analyse imbibée de lucidité et de pertinence sur des questions existentielles et essentielles sur la vie socio-économico, politico et culturelle de l'Afrique et du Congo. Afrique Capable se veut un germoir des repères critiques et un espace de profond questionnement sur notre agir ensemble afin d'assumer notre grandeur. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros d'Afrique Capable et nous vous invitons à nous laisser vos commentaires, d'activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.